Donner l'ordre à ce novice de rester en formation ou de quitter notre zone d'opération a aboyé un commandant des SEALs, pointant du doigt le Warthog usé qui volait en formation parallèle au-dessus d'eux. L'A-10 n'avait aucune marque d'escadron, pas d'officier de coordination, juste une traînée argentée silencieuse au milieu de la formation tendue. L'irritation se lisait clairement sur les visages des soldats en bas, mais quand la bombe guidée a frappé sa cible avec une précision millimétrique avant même que l'équipe des SEALs ne puisse rapporter les coordonnées, tous les regards choqués se sont tournés vers elle. Qui était-elle et pourquoi un avion sans nom pouvait-il changer le champ de bataille avec une seule bombe d'une précision effrayante? Restez pour les héritages qui volent avec le feu et la précision, les légendes qui ne sont jamais oubliées. Le capitaine Emily Sloan, 34 ans, était la fille du légendaire général de l'armée de l'air, Rick Fireline Sloan, un homme autrefois connu sous le nom de main de la mort de l'OTAN pendant les campagnes de frappe de précision. Son père n'était pas seulement un pilote exceptionnel, il était un stratège brillant, un symbole de précision et de courage dont le nom était murmuré avec révérence dans les cercles militaires du monde entier. Mais il y a 7 ans, le général Sloan a mystérieusement disparu lors d'une mission classifiée, ne laissant aucune trace, ce qui a fait s'effondrer la carrière prometteuse d'Emily du jour au lendemain. Après sa disparition inexpliquée, Emily a elle-même disparu de l'armée de l'air régulière, sans rapport, sans explication, sans nouvelle adresse. Elle avait autrefois été le pilote d'A-10 le plus exceptionnel de l'escadron Strike Nail, avec des compétences de manœuvre aérienne et de bombardement qui dépassaient de loin celles de ses pairs. Sa précision était légendaire, ses instincts tactiques inégalés et sa capacité à lire la dynamique du champ de bataille depuis 30 000 pieds était quelque chose qui ne pouvait pas s'apprendre, seulement s'hériter. Aujourd'hui, Emily vivait anonymement, choisissant une vie loin des projecteurs. Elle ne volait que pour des missions de soutien humanitaire ou fournissait des formations privées pour de petites organisations qui opéraient dans les zones grises entre le soutien militaire officiel et non officiel. Ce que personne ne savait, c'est qu'elle maintenait toujours le contrôle de l'ancien Warthog de son père, portant l'indicatif d'appel Sloan 9X, un avion qui avait été effacé des dossiers militaires comme s'il n'avait jamais existé. Ce n'était pas n'importe quel avion, c'était une relique, un morceau de mémoire vivante et l'héritage de son père. Chaque rivet, chaque modification, chaque cicatrice de bataille racontait une histoire de mission qui n'avait officiellement jamais eu lieu, de vie sauvée par un pilote dont les compétences frisaient le surnaturel. Le Warthog lui-même était un chef-d'œuvre d'ingénierie militaire, personnalisé bien au-delà des spécifications standards. Le général Sloan avait personnellement supervisé des modifications qui l'avaient rendu plus rapide, plus maniable et infiniment plus mortel que n'importe quel A-10 sorti de la chaîne de production. Les systèmes d'armes avaient été peaufinés pour une précision chirurgicale, l'avionique améliorée avec une technologie qui n'existait pas officiellement et le blindage renforcé pour survivre à des missions qui auraient détruit des avions moindres. Lors de ce qui était censé être un exercice d'entraînement de routine, coordonnant les SEALs et les unités des forces spéciales dans la région du désert de Blue Fire, la situation a dépassé toutes les attentes. Ce qui a commencé comme une simulation est devenu une réalité terrifiante. L'équipe des SEALs s'est retrouvée sous un véritable feu ennemi, pas un engagement simulé. Des tirs d'armes à feu ont résonné à travers le désert, des appels désespérés à l'aide ont traversé le statique radio. L'exercice d'entraînement avait été compromis, transformé en une embuscade mortelle par des forces qui avaient suivi l'opération depuis le début. Des signaux d'urgence ont été envoyés sur toutes les fréquences, mais le système de commande n'a enregistré qu'un seul Warthog dans les environs. Pas d'identification, pas de fichier de coordination, pas de plan de vol officiel, juste une simple entrée dans le journal, 9X en approche. Emily effectuait un vol d'essai de routine de l'avion de son père lorsque les appels de détresse ont atteint sa radio. Elle aurait pu s'éloigner, aurait pu prétendre qu'elle n'avait jamais entendu la transmission, aurait pu maintenir son anonymat soigneusement construit. Au lieu de cela, elle a viré brusquement vers les coordonnées, sachant que chaque seconde de retard signifiait que des soldats américains mouraient dans le désert en dessous. Alors que son Warthog filait à travers le ciel du Nevada, Emily a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 7 ans. Le poids de l'héritage de son père qui pesait sur ses épaules, exigeant qu'elle se montre digne de l'indicatif d'appel peint sur les ailes de son avion.
En dessous, le SEAL Team 6 était sur le point de découvrir que certains fantômes ne disparaissent jamais vraiment. Ils attendent juste le bon moment pour rappeler au monde pourquoi les légendes ne sont jamais oubliées. Le commandant des SEALs, un homme aguerri par des décennies d'expérience au combat, a éclaté de fureur lorsqu'il a repéré un avion non vérifié tournant au-dessus de sa tête, volant effrontément au milieu d'un échange de tirs actifs. Avion non identifié, descendez à une altitude de sécurité et quittez la zone de combat immédiatement. C'est un ordre direct. Sa voix a tonné à travers la radio, remplie d'autorité et d'irritation. La dernière chose dont il avait besoin était qu'un pilote civil complique une situation déjà désespérée. Emily n'a pas répondu. Elle s'était déjà verrouillée sur la cible à l'aide de capteurs de cartographie de terrain avancés et avait besoin d'exactement 4 secondes pour calibrer les coordonnées avec une précision au centimètre près, visant la colline 87, où le feu ennemi était concentré, martelant l'équipe des SEALs clouée au sol avec des volées incessantes. Elle savait qu'elle devait agir. Il n'y avait pas de temps pour les protocoles, pas de temps pour les procédures de vérification. Des soldats américains mouraient en dessous et chaque seconde passée à la radio était une seconde de plus qui les rapprochait de la catastrophe. Au sol, le mépris des SEALs était évident et bruyant. Une vieille ferraille sans écusson d'escadron, sans code d'identification. « Laissez-moi rire ». L'un d'eux a crié par-dessus les tirs, sa voix dégoulinant de dédain. Il se moquait de l'avion à l'allure ancienne, incapable de croire qu'une machine aussi dépassée puisse faire la moindre différence dans leur situation de vie ou de mort. Un autre SEAL, plus jeune et plus arrogant, a ajouté son propre commentaire. Probablement un guerrier du week-end qui pense que piloter un avion agricole fait de lui Top Gun. C'est un vrai combat, pas un spectacle aérien. Le feu ennemi s'est intensifié, les éclairs de bouche éclairant les affleurements rocheux comme des feux d'artifice mortels. Les SEALs commençaient à manquer de munitions, leur position devenant de plus en plus précaire à chaque instant qui passait. Le bavardage radio s'est rempli d'appels de plus en plus désespérés pour un soutien aérien immédiat, pour tout ce qui pourrait briser l'emprise de l'ennemi sur leur position. Au-dessus du chaos, le Warthog d'Emily s'est déplacé avec un silence fantomatique, se positionnant pour ce que les historiens militaires reconnaîtraient plus tard comme un exemple parfait de la légendaire manœuvre Sloan, l'approche signature de son père qui combinait une précision impossible avec un timing surnaturel. Les SEALs n'avaient pas fini de donner les coordonnées, ils n'avaient pas terminé leur protocole de désignation de cible. Le commandement s'efforçait toujours de vérifier l'autorisation de l'avion d'engager. Puis, c'est arrivé. Boum! L'explosion a été chirurgicale dans sa précision, dévastatrice dans ses effets. La munition guidée a frappé exactement là où elle devait, anéantissant la position ennemie sans même brûler un brin d'herbe là où les forces amies se mettaient à l'abri. C'était comme si la bombe avait été larguée par quelqu'un qui pouvait voir le champ de bataille du point de vue de Dieu, qui comprenait non seulement où se trouvait l'ennemi, mais où il serait au moment exact de l'impact. Chaque regard stupéfait s'est tourné vers le ciel, vers le Warthog qui virait maintenant loin de la zone cible, sa mission accomplie avec une efficacité qui défiait les capacités humaines. Le silence soudain était assourdissant. Le feu ennemi s'était tout simplement arrêté. Puis un commandant des SEALs plus âgé, son visage buriné par d'innombrables batailles, a levé ses jumelles d'une main tremblante. Alors qu'il se concentrait sur les marques d'ailes de l'avion, son expression est passée de la confusion à la reconnaissance, puis à quelque chose qui s'approchait de la crainte. « C'est pas possible », a-t-il murmuré, sa voix à peine audible au-dessus de la poussière et des débris qui se déposaient. Sloan 9X, c'était le rig personnel de Fireline. Elle pilote son oiseau. Les mots ont frappé toute l'équipe des SEALs comme un coup physique. Tout le monde est resté silencieux. Le nom portant un poids qui transcendait le grade, la branche de service ou les années d'expérience. Fireline Sloan était plus qu'une légende, il était la référence à laquelle toute l'aviation militaire était mesurée. Le SEAL plus jeune qui se moquait de l'avion quelques instants auparavant avait maintenant l'air d'avoir perdu tout son sang. Sa voix est sortie comme un murmure tremblant. « C'est sa fille. Elle a disparu il y a des années après sa disparition. » Le champ de bataille entier a semblé s'arrêter pendant plusieurs battements de cœur, non pas par peur ou intimidation, mais par reconnaissance. À ces coordonnées exactes, en utilisant cette trajectoire de vol exacte, ils avaient tous entendu des histoires du général Sloan,
décimant un bataillon ennemi entier avec un bombardement similaire pendant la guerre du Golfe. La précision, le timing, la précision impossible, c'était comme regarder une histoire de fantôme prendre vie. Maintenant, comme un fantôme du folklore militaire, l'héritage de Fireline était de retour, non pas avec des fanfares ou une autorisation officielle, mais à travers la recréation parfaite d'un moment légendaire et le respect profond dû à un nom qui était censé avoir été oublié. L'indicatif d'appel Sloan 9X n'était pas seulement un identifiant, c'était une promesse. Une promesse que certaines normes d'excellence ne meurent jamais, que certains héritages transcendent les dossiers officiels et que lorsque des soldats américains sont en danger de mort, les héros ont une façon d'apparaître exactement quand et où ils sont le plus nécessaires. Alors que le Warthog d'Emily disparaissait dans la brume du désert, les SEALs secourus sont restés immobiles, digérant ce qu'ils venaient de voir. Ils avaient été sauvés non pas par des canaux officiels ou un soutien autorisé, mais par un fantôme qui perpétuait une tradition de précision et de courage qui avait été forgée dans le creuset du combat et transmise par la lignée et le dévouement. Le vieux commandant des SEALs a lentement baissé ses jumelles, comprenant qu'il venait d'être témoin de quelque chose qui deviendrait une histoire racontée dans les cercles militaires pendant des générations. Le jour où la file de Fireline Sloan est rappelée au monde que certaines légendes ne meurent jamais vraiment. Elles attendent juste le bon moment pour s'envoler à nouveau. Du mépris moqueur à la reconnaissance stupéfaite d'un héritage vivant, une bombe parfaite a prouvé que la précision n'est pas seulement une compétence, c'est une forme d'amour et de révérence pour ceux qui sont tombés. Si vous croyez qu'il y a des ailes qui portent des promesses du passé et que la précision s'acquiert par la lignée et le sacrifice, commentez Sloan 9X si vous croyez au pouvoir de ceux qui héritent des héritages et osent voler là où d'autres ne le feront pas. Protégeant ce qui compte le plus parce que certaines personnes n'ont pas besoin de médailles, juste d'un vieil avion et d'un nom légendaire pour changer la guerre entière. Le commandement militaire a immédiatement lancé un examen complet des données des dossiers de vol. L'indicatif d'appel Sloan 9 et 7 avait été supprimé de tous les systèmes il y a 7 ans, effacé si minutieusement que c'était comme s'il n'avait jamais existé. Mais les capteurs ne mentaient pas et la preuve était indéniable. Quelqu'un pilotait l'avion légendaire du général Sloan avec la même précision impossible qui avait fait de lui une légende vivante. Emily ne pilotait pas seulement le Warthog de son père, elle recréait sa signature tactique exacte. Voler bas, frapper silencieusement, exécuter une fois et disparaître avant que l'identification ne soit possible. C'était la légendaire manœuvre Sloan que les académies militaires étudiaient encore, une technique qui combinait un timing surnaturel avec une précision mathématique pour obtenir des résultats qui défiaient la compréhension conventionnelle de la guerre aérienne. La manœuvre avait été la marque de fabrique du général Sloan lors de ses opérations les plus classifiées. Il apparaissait comme un fantôme au-dessus du territoire hostile, livrait des frappes chirurgicales avec une précision impossible et disparaissait avant que les forces ennemies ne puissent même confirmer ce qui s'était passé. Des rapports de renseignement de 3 conflits différents décrivent le même phénomène. Des cibles éliminées avec une telle précision que les structures environnantes restaient complètement intactes, comme si elles étaient guidées par une intervention divine plutôt que par une compétence humaine. Quelques heures après l'incident du désert, une équipe de SEALs triée sur le volet, les mêmes hommes dont Emily avait sauvé la vie, et soumis à une demande sans précédent par des canaux classifiés. Ils voulaient voler en escorte avec elle lors d'une mission d'entraînement, non pas en tant que supérieur donnant des ordres à un entrepreneur civil, mais en tant qu'étudiant espérant apprendre de quelqu'un qu'ils reconnaissaient maintenant comme le dernier pilote libre portant l'héritage militaire le plus pur. La transformation de leur attitude était totale et profonde. C'étaient des guerriers qui n'avaient jamais montré de déférence envers quiconque en dehors de leur chaîne de commandement. Des hommes qui avaient opéré dans les théâtres les plus dangereux du monde et se considéraient comme l'élite de l'élite. Pourtant, ils ont approché Emily avec la même révérence qu'ils montreraient à un récipiendaire de la médaille d'honneur, comprenant qu'ils étaient en présence de quelque chose au-delà du grade ou de la reconnaissance officielle. Emily parlait peu pendant leur premier vol d'entraînement ensemble, faisant écho à la nature taciturne légendaire de son père. Lorsqu'on la pressait de donner des conseils tactiques, elle se contentait de pointer l'aile de son Warthog argenté, puis de regarder Emily avec une expression de
où des lettres sculptées à la main portaient encore la philosophie qui avait guidé à la fois le père et la fille à travers d'innombrables missions impossibles. Aucun indicatif d'appel ne survit s'il n'est pas gagné 2 fois. La signification de ces mots n'a pas échappé aux SEALs. Le général Sloan avait gagné son statut légendaire grâce à des décennies de services impeccables et de missions impossibles. Maintenant, sa fille le gagnait à nouveau, prouvant que la véritable excellence militaire n'était pas héritée par la lignée, mais forgée par le dévouement, la compétence et la volonté de tout risquer pour ceux qui ne pouvaient pas le risquer pour eux-mêmes. Alors que la nouvelle du retour d'Emily se répandait dans les réseaux militaires classifiés, quelque chose d'inédit a commencé à se produire. Des vétérans de combat de plusieurs branches de service ont commencé à partager des histoires qui avaient été enterrées dans des dossiers classifiés pendant des années. Des récits de sauvetage impossibles, de frappes chirurgicales qui avaient renversé le cours d'opération entière, de missions où la mort semblait certaine jusqu'à ce qu'un Warthog solitaire apparaisse de nulle part pour changer l'équation. Les histoires n'étaient plus seulement à propos du général Sloan, elles concernaient sa fille. Des missions qu'elle avait effectuées pendant son service officiel qui avaient été si classifiées qu'elles ne pouvaient pas être reconnues, même au sein des cercles militaires. Emily n'avait pas seulement hérité de l'avion de son père, elle avait hérité de son rôle d'instrument le plus précis de violence contrôlée de l'armée, un rôle qu'elle remplissait discrètement bien avant sa disparition officielle. Après une séance d'entraînement particulièrement intensive où Emily avait démontré des techniques de coordination air-sol qui n'étaient enseignées dans aucun manuel, l'équipe des SEALs a fait une proposition formelle. Ils ont demandé que le nom du général Rick Sloan soit installé de manière permanente dans leur centre de commandement tactique, non pas comme un mémorial, mais comme un rappel actif des normes d'excellence que son héritage représentait. C'était un honneur rarement accordé, réservé aux personnes dont les contributions avaient fondamentalement changé la façon dont les opérations spéciales étaient menées. Le fait que cela soit proposé pour quelqu'un dont les plus grandes réalisations restaient classifiées témoignait de l'impact profond que le père et la fille avaient eu sur les guerriers qui avaient été témoins de leur capacité de première main. La cérémonie d'installation a été délibérément petite et privée, n'y assistant que le personnel ayant une habilitation de sécurité nécessaire pour comprendre ce qui était honoré. Pas de couverture médiatique, pas de dossiers officiels, pas de fanfare qui pourrait compromettre la sécurité opérationnelle. Juste une simple plaque de bronze portant le nom et l'indicatif d'appel du général Sloan, positionné là où chaque briefing des opérations spéciales serait mené sous la présence vigilante de sa mémoire. Emily a assisté à la cérémonie vêtue de vêtements civils, maintenant l'anonymat qui était devenu sa marque de fabrique. Lorsqu'on lui a demandé de parler, elle a refusé, mais elle a placé un seul objet à côté du mémorial de son père. Un manuel de vol usé annoté de l'écriture de son père, contenant des notes tactiques qui représentaient des décennies de sagesse accumulées sur la guerre de précision. Le manuel est devenu une bible officieuse pour l'unité, étudiée et mémorisée par des opérateurs qui comprenaient qu'ils apprenaient de quelqu'un qui avait redéfini ce qui était possible dans l'aviation militaire. Les notes n'étaient pas seulement des spécifications techniques, c'étaient des observations philosophiques sur la responsabilité qui accompagnait le pouvoir d'éliminer des cibles avec une précision chirurgicale. Une page marquée de plusieurs signets et de passages surlignés contenait ce qui est devenu connu sous le nom de Doctrine Sloan. La précision ne consiste pas seulement à atteindre la cible. Il s'agit de comprendre la différence entre ce que vous pouvez détruire et ce que vous devez préserver. Chaque pression sur la gâchette est un choix moral déguisé en décision tactique. Ces mots ont commencé à apparaître dans les documents de formation classifiés de plusieurs unités d'opérations spéciales, non pas comme une doctrine officielle, mais comme une sagesse transmise par la culture guerrière qui transcendait les canaux officiels. Le retour d'Emily n'avait pas seulement ramené les capacités tactiques de son père, il avait ravivé une approche philosophique de la guerre qui mettait l'accent sur la précision chirurgicale plutôt que sur la force écrasante. Alors qu'Emily ramenait le Warthog de son père à sa base du désert après la cérémonie, elle pouvait sentir le poids de l'attente qui accompagnait le fait de perpétuer un héritage qui avait façonné la façon dont les guerriers les plus d'élite d'Amérique abordaient leurs missions les plus mortelles. Elle ne pilotait pas seulement un avion, elle pilotait une tradition, une norme d'excellence qui survivrait à la fois au père et à la fille.
La plaque de bronze dans le centre de commandement servirait de rappel quotidien aux futures générations d'opérateurs que certaines normes ne deviennent jamais obsolètes, que certaines légendes ne s'effacent jamais, et que certains indicatifs d'appel gagnent leur place dans l'histoire non pas par une reconnaissance officielle, mais par la reconnaissance silencieuse de ceux qui comprennent à quoi ressemble la véritable excellence lorsque des vies sont en jeu. Des rapports internes sur l'incident 9X ont commencé à circuler dans les canaux militaires classifiés, faisant l'éloge du retour non officiel d'un pilote formé au plus haut niveau de la guerre de précision. Emily a toujours refusé de réintégrer l'armée officiellement, choisissant de maintenir son anonymat soigneusement construit. Mais elle a commencé à accepter des rôles de conseillère, formant des unités de SEALs à l'observation aérienne du champ de bataille, avec des compétences d'intuition extraordinaires qui ne pouvaient être trouvées dans aucun manuel ou programme d'entraînement. Elle ne leur a pas seulement enseigné des techniques, mais aussi des instincts de survie et le courage qui venaient d'années d'opération dans des situations impossibles. Ces leçons allaient au-delà des connaissances tactiques pour inclure l'état d'esprit de guerrier qui avait permis à elle et à son père d'exécuter des missions que d'autres considéraient comme suicidaires. Dans une base éloignée, le personnel a reconstruit la carte des opérations tactiques du général Fireline Sloan, positionnant à côté une photographie de son Warthog argenté, où son héritage continuait de voler à travers les mains de sa fille, silencieusement mais puissamment. Les jeunes pilotes parlaient maintenant à voix basse du Sloan 9X comme d'une légende vivante, un rappel que les héros n'avaient pas besoin de grade pour marquer l'histoire. Ils croyaient qu'Emily volait toujours, gardant toujours le ciel comme un fantôme protecteur, continuant l'héritage de son père d'apparaître exactement quand et où une précision impossible était le plus nécessaire. Le succès discret de l'influence d'Emily a attiré l'attention de sources inattendues. Les services médicaux d'urgence ont commencé à signaler des pilotes exceptionnellement compétents se portant volontaires lors de transports aériens critiques. Les opérations de recherche et de sauvetage ont découvert des coordinateurs avec une conscience tactique extraordinaire apparaissant lors de missions complexes. Les efforts de secours en cas de catastrophe ont trouvé un soutien de la part de personnes qui pouvaient organiser la logistique avec une précision militaire combinée à une compassion civile. Aucun de ces volontaires ne cherchait de reconnaissance ou d'officialisation. Ils apparaissaient simplement lorsque c'était nécessaire, agissaient avec une compétence exceptionnelle et disparaissaient à nouveau dans la vie civile, ne laissant derrière eux que des résultats et la connaissance que quelqu'un veillait toujours sur les communautés qu'ils avaient juré de protéger. Les programmes de formation militaire ont discrètement commencé à incorporer des techniques qui portaient la signature indubitable de la méthodologie Sloan. Des approches de précision qui mettaient l'accent sur l'exactitude chirurgicale plutôt que sur la force écrasante, un timing qui reposait sur l'intuition plutôt que sur la technologie et des processus de prise de décision qui équilibraient l'efficacité tactique avec la responsabilité morale. Ces méthodes n'étaient officiellement attribuées à aucune source, mais les instructeurs expérimentés reconnaissaient la philosophie qui se cachait derrière elles. L'approche Sloan de la guerre se répandait dans la culture militaire de manière organique, transmise de l'instructeur à l'étudiant par la tradition guerrière qui valorisait l'efficacité avérée plutôt que l'approbation bureaucratique. L'influence d'Emily s'étendait au-delà du personnel militaire actif. Les vétérans qui avaient servi avec elle ou avec son père ont commencé à former des réseaux informels, partageant des histoires et des techniques qui aidaient à combler le fossé entre le service militaire et la vie civile. Ils comprenaient que la transition de guerrier à citoyen ne signifiait pas abandonner les compétences et l'état d'esprit qui les avaient maintenus en vie dans les endroits les plus dangereux du monde. Ces réseaux offraient un soutien aux vétérans qui luttaient avec les défis psychologiques de quitter le service militaire, tout en maintenant les normes élevées d'excellence qui avaient défini leur identité. Ils ont appris que servir leur communauté avec la même précision et le même dévouement qu'ils avaient autrefois appliqué aux missions militaires n'était pas seulement possible, mais nécessaire. La plaque de bronze portant le nom du général Sloan est devenue un lieu de pèlerinage pour le personnel militaire qui comprenait la signification de ce qu'elle représentait. Les officiers se rendaient discrètement au mémorial, non pas pour des cérémonies formelles, mais pour une réflexion personnelle sur ce que signifiait servir avec distinction lorsque la reconnaissance n'était pas possible. Les jeunes pilotes en particulier ont trouvé de l'inspiration dans l'histoire d'un père et d'une fille
qui avait redéfini ce à quoi ressemblait l'excellence militaire lorsqu'elle était dépouillée de la reconnaissance officielle. Ils ont appris que le véritable héritage ne se mesurait pas en médailles ou en promotion, mais en vie sauvée et en normes maintenues lorsque personne ne regardait. La fréquence fantôme de l'aviation militaire avait retrouvé sa voie, portée par ceux qui comprenaient que certaines traditions étaient trop importantes pour les laisser mourir avec la reconnaissance officielle. Je n'ai pas de titre officiel, je ne reçois pas de médaille et je n'ai pas de grade militaire. Mais je porte quelque chose de plus lourd que n'importe quel ordre, de plus significatif que n'importe quelle promotion. L'héritage de mon père. C'est la promesse que je lui ai faite, la responsabilité que j'ai placée sur mes propres épaules lorsque le monde a essayé d'effacer ce qu'il avait construit. Il m'a appris un jour qu'une seule pression sur la gâchette, parfaitement synchronisée, peut sauver une escouade entière. Mais le nom peint sur l'aile de l'avion détermine qui ne sera jamais oublié, qui vivra pour toujours dans la mémoire de ceux qui ont été sauvés. Et je crois que si quelqu'un se souvient encore de Sloan 9X, alors j'ai encore une raison de voler. Encore une raison de continuer la flamme que mon père a allumée dans le ciel au-dessus d'une douzaine de champs de bataille oubliés. Je ne vole pas pour la gloire ou la reconnaissance. Je vole pour tenir une promesse. Je vole pour rappeler au monde qu'il y a de vrais héros qui n'ont pas besoin de projecteurs. Ils ont juste besoin d'un ciel dégagé pour accomplir leur mission. Et moi, Emily Sloan, fille de Fireline, je continuerai à piloter ce Warthog, non pas pour un commandement militaire, mais pour l'héritage, pour la précision et pour les vies qui attendent encore un miracle d'en haut. Quand je monte dans le cockpit de mon père, je ressens le poids de chaque mission qu'il a volée, de chaque décision impossible qu'il a prise, de chaque vie qu'il a sauvée avec une précision chirurgicale qui frise le surnaturel. Les commandes ne sont pas seulement des instruments, ce sont des extensions d'une philosophie selon laquelle la guerre de précision vise finalement à préserver la vie, pas à la détruire. Mon père ne m'a pas seulement appris à voler, il m'a appris à comprendre le poids moral d'avoir le pouvoir de changer l'issue de n'importe quelle bataille avec une seule bombe. Cette responsabilité ne disparaît pas lorsque vous quittez le service officiel, elle se transforme en quelque chose de plus profond, de plus personnel, de plus significatif. Chaque fois que j'engage ce système de ciblage, je ne calcule pas seulement la trajectoire et la vitesse du vent, je pèse la valeur de chaque vie dans mon réticule, comprenant que la vraie précision signifie savoir non seulement ce que vous pouvez toucher, mais ce que vous devez préserver. C'est une responsabilité qui me tient éveillé la nuit et me fait décoller à l'aube. La plaque de bronze portant le nom de mon père n'est pas seulement un mémorial, c'est un contrat avec l'avenir. Elle promet que quelqu'un veillera toujours d'en haut, prêt à apparaître lorsque la précision impossible est la seule chose qui se dresse entre la vie et la mort. Elle promet que certaines normes ne deviennent jamais obsolètes, que certaines légendes ne s'effacent jamais. Je vole en silence parce que le travail parle de lui-même. Je disparais après chaque mission parce que les résultats comptent plus que la reconnaissance. Et je perpétue l'indicatif d'appel de mon père parce que certains héritages sont trop importants pour les laisser mourir avec la reconnaissance officielle. Sloan 9X continuera de résonner sur les champs de tir et les champs de bataille, non pas parce qu'il apparaît dans un manuel, mais parce qu'il représente une norme d'excellence qui transcende la paperasse et les promotions. Certaines voix n'ont pas besoin d'amplification. Elles ont juste besoin d'un ciel dégagé et du courage de répondre lorsque des héros sont nécessaires. Abonnez-vous à QH Histoire Incroyable si vous croyez que certaines légendes ne portent pas de médaille. Elles portent de la poussière, du silence et de la précision. Et si vous croyez que les plus grands héritages ne sont pas seulement mémorisés, mais qu'ils sont à nouveau pilotés silencieusement et puissamment à travers les cieux de la mémoire.